numéro de l'affaire. La greffière d'audience. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Ceci est l'affaire Le Procureur contre Franco Simatovic et Jovica Stanisic, IT 0369. Le président, merci madame la greffière. À titre préliminaire, je voudrais consigner au compte-rendu d'audience un certain nombre de communications officielles, de communications officieuses, se reprend l'interprète. Nous allons commencer avec les plaidoiries réquisitoires juste après. Alors, le 17 décembre de l'année dernière, l'accusation a demandé une prorogation de délai jusqu'au 8 février 2013 pour déposer sa liste consolidée de mesures de protection telles qu'elles ont été décidées le 7 novembre 2012. Cette prorogation a été accordée le 18 décembre. Ensuite, le 25 janvier de cette année, la Chambre a informé les parties une nouvelle fois de façon officieuse d'une nouvelle prorogation du délai s'appliquant au dépôt des versions publiques expurgées des pièces confidentielles, prorogation jusqu'au 8 mars. Deuxièmement, le 7 décembre de l'année dernière, le personnel de la Chambre a informé les parties que toute référence au document 1572.1 dans la décision du 5 novembre 2012 portant sur différents documents relatifs à la récusation devait être comprise comme une référence au document 1D 1572. Troisièmement, le 11 janvier 2013, l'accusation a déposé une demande d'instruction relative à l'expurgation des mémoires en clôture. Le 17 janvier de cette année, la Chambre a refusé de fournir des instructions, manifestant par cela sa confiance en les parties et en leur capacité à poursuivre la mise en œuvre des mesures de protection ordonnées par la Chambre sans recevoir pour cela d'instructions supplémentaires. Rendu à ce point, nous pouvons maintenant commencer avec l'audition des plaidoiries réquisitoires. Alors, 4 heures ont été allouées à l'accusation, 2 heures à chaque équipe de la défense, et ensuite, il y aura 1 heure pour l'accusation et 1 heure pour chacune des équipes de la défense. Monsieur Groom, êtes-vous prêt? Le procureur, oui. Le président, dans ce cas, allez-y, c'est à vous. Your Honor, as a preliminary... Mesdames les juges, Monsieur le Président, je dirais dans un premier temps que nous souhaitons rester en audience publique autant que faire se peut, et un peu plus tôt aujourd'hui, l'accusation a déposé à titre confidentiel les références aux éléments de preuve, et je pense que des exemplaires ont été distribués à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Deuxièmement, Monsieur le Président, Mesdames les juges, nous allons utiliser toute une série de diapositives de planches, et la Chambre, il est possible que la Chambre souhaite ajuster ces écrans, ce qui leur permettra en fait de conserver sur les écrans les dites planches pendant une période de temps un peu plus longue. Je vais maintenant commencer le réquisitoire. Et je vous dirai, mesdames les juges, Monsieur le Président, que lorsque l'accusation a commencé la présentation de ses moyens à charge le 9 juin 2009, je vous avais dit que si l'on réduisait cette affaire à sa plus simple expression, il s'agissait de l'examen du comportement de 2 des personnes ayant une responsabilité principale pour avoir organisé, formé, financé, équipé et diriger les membres des unités spéciales de la DB serbe afin qu'ils commettent des crimes graves au nom de la protection des Serbes et pour leur obtenir un territoire sans aucun croate et musulman. Pour établir ce postulat, au-delà de tout doute raisonnable, l'accusation s'est appuyée sur les éléments de preuve fournis par 97 témoins. Parmi eux se trouvaient des victimes de ces crimes atroces. D'autres étaient d'anciens membres des unités spéciales de la DB serbe. Il y avait encore des Serbes qui vivaient là où se sont produits ces
crimes et qui sont venus témoigner pour présenter des éléments de preuve à propos de la destruction de leur communauté à appartenance ethnique multiple. L'accusation a demandé le versement au dossier de vidéos et de communications interceptées pour les deux accusés, ainsi que le versement au dossier de milliers de pages de documents qui décrivent le fonctionnement quotidien du service de la sûreté d'État. Il s'agit d'un vaste ensemble d'éléments de preuve qui, lorsqu'elles sont examinées, permettent de faire la lumière sur les opérations criminelles clandestines effectuées par les services de la sûreté de l'État serbe en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Mesdames les juges, Monsieur le Président, les éléments de preuve établissant les crimes reprochés dans l'acte d'accusation sont énoncés par le menu dans le mémoire en clôture de l'accusation. Et je m'adresse aux membres du public qui souhaiteraient être informés davantage à propos de ces éléments de preuve. Une version publique de ce mémoire en clôture sera déposée au cours des jours à venir. Nous n'avons pas l'intention aujourd'hui de nous concentrer sur les détails de ces crimes. Le fait que ces crimes se sont produits ou même la façon dont ils se sont déroulés ne peut pas faire l'objet d'un litige ou d'un contentieux raisonnable. Et en fait, dans bien des cas, les accusés ont reconnu cela dans leur mémoire en clôture. Nous allons plutôt nous intéresser aujourd'hui à la façon dont nous avons pu établir la participation des accusés ainsi que leur contribution à ces crimes, et nous nous intéresserons à la façon dont l'on peut démontrer leur responsabilité pour ces crimes. Nous allons nous écarter du plan suivi dans notre mémoire en clôture et essayer d'aider la Chambre en agençant nos observations de façon différente pour pouvoir étudier cette affaire depuis la perspective ou depuis le point de vue des unités spéciales des services de la sûreté de l'État et en prenant en considération les crimes auxquels ils ont participé. Nous n'avons pas l'intention de présenter des observations de façon aussi exhaustive que dans notre mémoire en clôture, mais nous allons développer à bon escient certains aspects de notre mémoire en clôture. Un peu plus tard cet après-midi, M. Weber vous présentera un aperçu général des unités spéciales du service de la sûreté d'État serbe et évoquera les crimes auxquels les bérets rouges ou l'unité entre guillemets ont participé. Des crimes qui ont eu lieu dans des endroits tels que Glina, où le 26 juillet 1991, 50 des premiers membres de l'unité ont attaqué cette ville, ainsi que la localité avoisinante de Struga, ont ciblé les maisons, les écoles et les églises de sa population civile non serbe et les ont chassés de leurs foyers et de leurs fermes. Le 5 août 1991, Monsieur Simatovic lui-même allait participer à l'attaque contre Lovinac. Lovinac qui a été attaqué sur un flanc par des mortiers et avec à l'aide d'un train blindé sur l'autre flanc. Un peu plus tard, toujours au cours du mois d'août, le 26 plus précisément, Monsieur Martić a donné un ultimatum à Kijevo en indiquant aux Serbes que la coexistence n'était plus possible. La police de Martić a saccagé la ville, a pillé et incendié les domiciles des non-serbes. En octobre 1991, la police de Martić et d'autres personnes ont rassemblé 53 personnes non armées. Il s'agissait de personnes âgées et de personnes invalides. Les ont conduits dans la caserne de pompiers locale. Leur nom d'ailleurs se trouvait déjà sur une liste qui existait déjà. Le lendemain, ils ont été massacrés. Le projet qui consistait à nettoyer la Krajina de ces non-serbes, allait se poursuivre à Vukovići, à Saborsko, à Škabrnja et à Nadine, avec des meurtres, des assassinats et des déplacements sous la contrainte en novembre 1991. Lorsque M. Weber aura décrit le rôle joué par ces unités dans ces événements, il suivra leurs déplacements en Bosnie-Herzégovine, où à Bosanski Shamac et à Doboj, ils ont utilisé leurs compétences nouvellement affûtées contre les non-serbes qui se trouvaient là, avec une plus grande efficacité encore.
encore. Monsieur Simatovic lui-même devait donner l'ordre aux bérets rouges de se rendre à Bosanski-Shamatz. Un membre de l'unité a d'ailleurs affirmé très fièrement que l'opération qui consistait à investir la ville a duré un peu plus qu'une demi-heure. Après cela vint une tâche qui dura plus longtemps. Il s'agissait de reconnaître, d'identifier la population non serbe et de la chasser. Les bérets rouges, sous le commandement de Raja Bozovic, œuvraient avec les forces locales, et ce pour mener à bien une campagne barbare de nettoyage ethnique à Doboj. Les prisonniers non serbes ont été détenus dans des conditions déplorables, à Spreča par exemple, ainsi que dans la discothèque de Prcin. Il s'agissait de lieux où ils étaient détenus et torturés, alors que parallèlement, en même temps, juste à l'extérieur de leurs fenêtres, les bérets rouges s'entraînaient et étaient formés. Pour certains, leur torture ne devait prendre fin que le 12 juillet 1992, lorsque ils ont fini par trouver la mort dans un champ de mines à la périphérie de la ville. Toutefois, il ne s'agissait pas de leur premier crime en Bosnie-Herzégovine, dont sont responsables les accusés, car leur première opération en Bosnie s'est déroulée à Bijeljina et à Zvornik, le long de la frontière avec la Serbie. Ces crimes commis par Arkan et sa garde de volontaires serbes, qui étaient mieux connus du fait de la publicité à la télévision sous le nom de Tigre d'Arcan, seront au cœur de l'intervention de Madame Friedman aujourd'hui. En 1996, alors qu'il était candidat pour un mandat public, Jelko Raznatovic, Arkan, a fait une déclaration que nous voyons maintenant sur la planche numéro 5. À Bijeljina et à Zvornik, il a lancé des ultimatums en disant que si la population ne se rendait pas à lui, Arkan, il allait détruire les villes. Le président, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Groom, mais sur mon écran, je ne vois rien sur la partie gauche de mon écran, ce qui fait que je ne peux pas véritablement lire le début de ce que vous dites, mais c'est peut-être un problème qui ne concerne que moi. Est-ce que vous avez le même problème? Bon, nous allons essayer de trouver une solution. Mais apparemment, sur certains écrans, nous avons la partie gauche qui apparaît et sur d'autres, non. Mais poursuivez entre-temps, Monsieur Groom, et nous verrons si nous trouverons une solution à ce problème. Monsieur Groom, nous allons déposer auprès du greffier, auprès du greffe, un exemplaire de ces planches. Et je m'excuse si vous ne les voyez pas pour le moment dans leur intégralité. Là, vous avez la planche numéro 5 et nous pouvons voir l'image qui frappa les esprits, l'image par laquelle le monde a pris connaissance de l'existence des tigres d'Arkan. Au cours de ce procès, un témoin à des charges viendra identifier l'homme qui donne des coups de pied à la femme qui vient juste d'être tuée. Il s'agissait de Srđan Golubović, aussi connu sous le nom de Max. Alors, il faut savoir que la police a d'abord été déployée en Slavonie, Baranja et Srem occidental, où ils ont fait partie des auteurs de crimes les plus brutaux. Après Bijeljina, Arkan devait se déplacer vers le sud, vers Zvornik, en coordination avec Simatovic et les dirigeants serbes de Bosnie. Lorsqu'il est arrivé, la population non serbe a compris que leur vie était très sérieusement menacée. Les tigres d'Arkan devaient être responsables de nombreuses tueries à Zvornik. D'autres crimes ont été commis par des groupes paramilitaires qui avaient toute impunité pour détruire la population non serbe de la municipalité. Les hommes de Šešelj faisaient partie de ces paramilitaires et comme Vojislav Šešelj l'a déclaré publiquement, il s'agissait d'une opération bien organisée, bien orchestrée et organisée avec la participation directe de Franko Simatovic. Nous allons maintenant vous demander d'accorder votre attention aux crimes commis par les Scorpions. Puis nous en terminerons avec les crimes commis par Arkan à Sanskimost en 1995. Madame Grace Harbour s'adressera à vous à ce sujet.
Alors, la Chambre connaît très bien cet événement au cours duquel 6 hommes et 6 garçons ont été tués à Trnovo. Ils avaient été capturés lors de la chute de Srebrenica et conduits à Trnovo pour y être assassinés. Nous allons développer les arguments que nous avons présentés par écrit et nous répondrons également à certains des arguments présentés dans les mémoires en clôture de la défense. Les derniers crimes reprochés dans l'acte d'accusation ont trait au crime d'Arkan à Sanskimost en 1995. Le 20 septembre 1995, la garde des volontaires serbes a forcé environ 13 détenus à monter dans un camion, les a conduits jusqu'au village de Trnova, les a fait sortir du camion 2 par 2 et leur a tiré dessus alors qu'ils entraient tant bien que mal dans un garage abandonné. Le lendemain, la garde des volontaires serbes a entassé plus de 65 musulmans de Bosnie dans de petits autobus, dans de petites fourgonnettes, les a conduits vers un lieu appelé Sassina et les a assassinés de sang-froid en égorgeant certains et en tirant sur les autres. Mesdames les juges, Monsieur le Président, avant que nous ne vous présentions les éléments de preuve énonçant la contribution de chacun des accusés à ces crimes, nous allons utiliser une partie du temps imparti pour parler de l'entreprise criminelle commune qui sous-tend ces crimes. Et je vais maintenant donner la parole pour ce faire à Monsieur Travis Farr. Good afternoon, Your Honors. Mesdames les juges, Monsieur le Président, bonjour. Comme l'a indiqué Monsieur Groom, je vais évoquer pour la Chambre des questions relatives à l'entreprise criminelle commune et j'aurai 6 arguments à présenter. Premièrement, je vous parlerai des liens très étroits, de la relation étroite qui existe entre les 2 accusés. Deuxièmement, je présenterai des éléments de preuve suivant lesquels M. Stanisic était un dirigeant particulièrement bien informé et engagé. Je vous présenterai ensuite un document de la DB signé par M. Simatovic qui corrobore les éléments à charge relatifs aux événements en Krajina. Puis, je parlerai de la participation des accusés au plan criminel commun au début de l'année 1991, sans oublier l'attaque contre Lovinats. Puis, je parlerai brièvement de la relation de coopération qui existait entre la sûreté d'État et la sécurité publique. Et puis, en dernier lieu, j'évoquerai le fait que les tensions entre M. Milosevic, Karadzic et Krajišnik ne sont pas pertinentes par rapport à la responsabilité de l'accusé pour les crimes commis en 1995. Je vais, dans un premier temps, m'intéresser à la relation qui existe entre les 2 accusés, car chacun des accusés s'est efforcé de prendre des distances par rapport à l'autre dans leur mémoire en clôture. Mais vous ne devriez pas, ne vous méprenez pas et ne soyez pas leurrés par leurs arguments, car la relation qui existait entre les 2 accusés était une relation étroite, une relation de coopération, une relation de confiance, et ce pendant toute la période visée par l'acte d'accusation. C'est la relation la plus importante entre des membres de l'entreprise criminelle commune en l'espèce. Monsieur Stanisic et Monsieur Simatovic se sont souvent tenus l'un à côté de l'autre lors de moments importants pendant la période couverte par l'acte d'accusation. Dans le document P390 que nous voyons maintenant, qui fait l'objet de la planche numéro 10, nous les voyons ensemble avec messieurs Karadzic et Krajišnik. Le général Milovanovic a indiqué lors de sa déposition que cette photo semblait avoir été prise en Serbie à un moment donné pendant la guerre. Nous avons également un arrêt sur image de la pièce P1592. Sur cet arrêt sur image, nous voyons messieurs Stanisic et Simatovic à Baina Bashta, et ce pendant la période critique qui a suivi l'attaque de l'armée de Bosnie-Herzégovine sur Skelani.
Sur la planche numéro 11, qui correspond à un arrêt sur image de la pièce P61, nous voyons messieurs Stanisic et Simatovic qui fêtent le succès de leur unité avec monsieur Milosevic. Nous avons également un arrêt sur image de la pièce P3043. Sur cette planche, les accusés sont ensemble, présents ensemble à la conférence de presse lors de la libération des otages en Bosnie. Je vais également parler de la pièce P391 que nous allons voir durant l'intervention de M. Weber. Sur cette photo, nous voyons M. Stanisic et Simatovic ensemble une fois de plus, et cette fois en compagnie de M. Karadzic, Krajišnik, Martic et de Stoyan Jouplanin. Mesdames les juges, Monsieur le Président, j'ai commencé par vous montrer ces photographies et ces arrêts sur image parce ils représentent des éléments de preuve absolument incontestables, incontournables, que vous pouvez voir vous-même. Mais il y a également eu de nombreux éléments de preuve présentés par les témoins à propos des liens qui unissaient messieurs Stanisic et Simatovic. Je n'ai pas le temps de résumer tous ces éléments de preuve, mais j'aimerais quand même en mettre certains en exergue. 4 témoins au moins décrivent Simatovic comme étant le commandant second de M. Stanisic. Milan Babic appelle Simatovic l'assistant de M. Stanisic et M. Sliskovic indique que M. Simatovic se trouve directement en dessous de M. Stanisic dans la chaîne de commandement de l'unité antiterroriste, les JATD. 2 autres témoins ont témoigné de la même façon et cela d'ailleurs est énoncé dans les colonnes A1 à A4 du tableau confidentiel des éléments de preuve. Les éléments de preuve présentés par ces 4 témoins indépendants se recoupent, mais correspondent également aux photographies et aux arrêts sur image des vidéos que je viens de vous montrer. La seule conclusion raisonnable est que la relation qui existait entre les accusés était une relation qui se caractérisait par une extrême confiance. Avant de passer à mon argument suivant, j'aimerais juste indiquer à la Chambre que sur les photos que nous venons de regarder, M. Simatovic porte quasiment toujours un uniforme de camouflage et il se trouvait toujours en compagnie d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, ce qui contredit manifestement son argument suivant lequel il se contentait d'assurer un travail opérationnel et n'était qu'un fonctionnaire subalterne. Je parlerai maintenant du style de direction de M. Stanisic, car le témoin à décharge de M. Stanisic, M. Čorbić, j'entends l'interprétation BCS sur le canal anglais. Le Président, moi je vous écoutais en direct, donc est-ce que vous avez à nouveau l'anglais sur le canal numéro 4 Monsieur Farou, tout à fait. Le Président, bien poursuivez. Je vous disais donc que Monsieur Čorbić, un témoin à décharge pour Monsieur Stanisic, a témoigné que Monsieur Stanisic était un dirigeant très bien informé, actif et qui jouait un rôle actif également, qui étudiait de façon méticuleuse tous les renseignements qui lui étaient fournis par ses subordonnés et qui s'informait lui-même du travail des personnes se trouvant à plusieurs échelons en dessous de lui dans la hiérarchie. Il ne se contentait pas d'utiliser seulement ce qui se trouvait dans les rapports, mais se déplaçait sur le terrain pour y collecter lui-même des renseignements. Page du compte rendu d'audience 14 423 à 14 426, mais en fait, cela découle de la globalité de la déposition de M. Čorbić. M. Čorbić a limité ses commentaires à son contexte de travail avec M. Stanisic. Mais le général Milovanovic a indiqué lors de sa déposition qu'il s'agissait de caractéristiques de direction générale qu'utilisait M. Stanisic dans le cadre de son travail. Nous pouvons voir à la planche numéro 14. Dans la pièce P376, voilà ce que dit le général Milovanovic. Je cite, « J'ai été abasourdi lorsque je me suis rendu compte tout ce que M. Stanisic savait à propos de notre situation à Podrinje. Il y avait certaines choses qu'il savait beaucoup mieux que moi. Il savait qui
combattait dans quel village, qui commandait. Je dois dire que j'ai quand même été un peu étonné. Fin de la citation. Ici, lorsqu'il est venu devant les juges, le général Milovanovic a confirmé qu'il était, et je cite, plutôt étonné par la portée de la connaissance et des informations de M. Stanisic à propos de certaines zones en Bosnie. Fin de la citation. Page 4385 du compte-rendu d'audience. Donc ces deux témoins, M. Čorbić et le général Milovanovic, nous décrivent M. Stanisic comme étant un dirigeant qui jouait un rôle actif et qui savait exactement quels événements se passaient sur le terrain, ce qui corrobore les propos des témoins à charge entendus en l'espèce. Et j'aimerais insister sur un élément particulier. Étant donné que M. Stanisic était mieux informé de certains aspects des opérations de la VRS en Bosnie orientale que le général Milovanovic, qui était un officier supérieur de la VRS, vous ne pouvez absolument pas douter du fait que M. Stanisic connaissait particulièrement bien tous les aspects des opérations de sa propre organisation. Et à ce sujet, j'aimerais maintenant présenter la pièce P3251, un document qui a été obtenu par la défense de M. Stanisic et saisi dans le système par la défense de M. Stanisic. L'accusation n'était pas informée de l'existence de ce document jusqu'à ce qu'il soit communiqué dans le système court. Ce document corrobore de façon absolument catégorique les propos des témoins à charge qui ont témoigné à propos des événements en Krajina. Le document que vous voyez sur la planche numéro 16 est une note de service relatif à des contacts avec Daniel Sneden, qui, comme vous le savez, était également connu sous le nom du capitaine Dragan. Ce document porte la date du 13 avril 1991 et il est signé par l'agent opérationnel Franko Simatovic. Et je remarque en passant d'ailleurs que la signature qui figure sur ce document semble correspondre aux signatures qui figurent sur le document P3039, dont plusieurs ont été identifiées par M. Kosmanovic comme correspondant aux signatures de M. Simatovic. La première phrase de ce document est la plus importante et elle est comme suit, je cite. Le 13 avril 1991, une réunion a eu lieu avec Daniel Sneden afin d'envisager la possibilité de la poursuite de son engagement conformément au plan qui lui avait été présenté lors de la dernière réunion. Fin de la citation. Par conséquent, ce document fait référence à au moins 2 réunions entre Daniel Sneden et la DB. Et pendant l'une de ces réunions a eu lieu plutôt avec M. Simatovic. Il est indiqué également de façon explicite dans le document que la DB est en train d'envisager la poursuite, et j'insiste sur le mot de poursuite, la poursuite de l'engagement du capitaine Dragan. La défense de M. Simatovic consacre 19 pages ou encore plus de 60 paragraphes de leur mémoire en clôture à l'analyse du suivi du capitaine Dragan par la DB. Mais ils omettent de mentionner ce document ne serait-ce qu'une fois. Au paragraphe 295, ils aboutissent à la conclusion suivante, et je cite, « Les éléments de preuve mentionnés ci-dessus montrent de façon claire et sans l'ombre d'un doute que Daniel Sneden, également connu sous le nom de capitaine Dragan, n'avait pas de contact et n'avait pas de lien avec la DB serbe. » Fin de la citation. Or, mesdames les juges, monsieur le président, ce document lamine complètement cette conclusion et l'analyse présentée pour y aboutir. Et le document fait plus que cela encore. Il corrobore fortement le récit du capitaine Dragan dans la pièce P de 1976, lorsqu'il relate ses contacts avec M. Simatovic avant son déploiement à Knin. Et de façon plus générale, le dit document corrobore
tout le récit du capitaine Dragan à propos de sa coopération avec la DB. Voyons et écoutons ce que le capitaine Dragan a à dire à propos de la réunion que M. Simatovic a décrit dans la pièce P 3251. Dragan, je pense que je leur ai fait une très forte impression lors de cette conversation. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire et comment j'allais le faire. Je leur ai dit ce que j'avais l'intention de faire. Ils m'ont demandé comment j'allais le planifier. Bien entendu, je leur ai tout expliqué. Je leur ai dit cela durera 21 jours, grosso modo. C'est ainsi que nous sommes devenus amis avec Frankie d'une certaine façon. En fait, cela a dépassé la portée de cette conversation officielle. Monsieur le Président, Madame le juge, il n'y a pas eu de traduction pendant le visionnage de ces images. Je crois que la transcription avait été fournie aux interprètes dans les cabines. Je crois qu'il s'agit de la planche 17, le Président. La langue que nous voyons en guise de sous-titres au niveau de la vidéo, est-ce la langue des propos du capitaine Dragan? Le procureur, oui, tout à fait. Et nous avons une transcription complète de ces propos. Le Président, dans ce cas-là, les parties insistent-elles pour que ceci soit revisionné ou est-ce que nous pouvons poursuivre? Nous allons donc poursuivre, Monsieur Farr, vous pouvez continuer. La pièce P 3251 corrobore fortement le récit du capitaine Dragan. Mais ce document fait plus que cela. Il corrobore également les autres preuves documentaires et dépositions que vous avez entendues et vues pendant toute la durée de cette affaire, Mesdames les juges et Monsieur le Président, qui établissent clairement les relations entre la DB et le capitaine Dragan. Pour ne citer qu'un seul exemple, les embrassades chaleureuses entre l'accusé et le capitaine Dragan à la fin de la vidéo de Kula n'a aucun sens dans le contexte des arguments avancés par la défense. Mais il s'agit de la chose la plus naturelle au monde au vu des éléments de preuve de l'accusation concernant les relations étroites entre l'accusé et le capitaine Dragan. La défense a réfuté de manière agressive la crédibilité des témoins à charge en disant que le capitaine Dragan avait été recruté par l'accusé et qu'il était proche d'eux. Ces témoins, bien évidemment, se corroborent les uns les autres et sont corroborés par d'innombrables éléments de preuve. Mais ce seul document signé par Simatovic et cette seule vidéo, le P 61, montrent à eux seuls que les témoins à charge ont dit la vérité. En quelques mots, Monsieur le Président, Mesdames les juges, à la lumière de cette forte corroboration entre tous les éléments de preuve, la Chambre de première instance ne peut avoir aucun doute raisonnable que l'accusé a envoyé le capitaine Dragan en Kraïna et qu'ils ont coopéré avec lui alors qu'il était là. La pièce P 3251, la note de Simatovic concernant sa réunion avec Dragan, réfute également un autre argument présenté par la défense à l'égard de certains individus clés en l'espèce, à savoir que la DB ne pouvait pas coopérer avec quiconque, cela n'était pas possible alors qu'elle surveillait en même temps cette personne. La défense a tenté de présenter cet argument à propos de trois individus, le capitaine Dragan, Arkan et Slobodan Milikovic alias Lugar. Même en théorie, cet argument n'est pas convaincant, étant donné que rien n'empêchait la DB de travailler avec quelqu'un qu'il surveillait et rien qui les empêchait de surveiller quelqu'un avec lequel ils travaillaient. Mais l'exemple du capitaine Dragan rend cet argument indéfendable et non plus faible. Étant donné les éléments de preuve manifestes que la DB coopérait effectivement avec le capitaine Dragan, alors même qu'il le surveillait, la Chambre de première instance ne peut rien déduire
des éléments de preuve que la DB surveillait Arkane et Lugar également. Je souhaite maintenant passer à la question suivante concernant l'existence d'un plan criminel commun. La défense Imatovitch fait valoir que nous avons omis de prouver l'existence d'un plan criminel commun, dessein ou but, alors que la défense Stanisic affirme que nous avons omis d'établir l'existence d'un plan criminel commun avant le mois de septembre 1991. À l'égard de l'affirmation de Simatovitch que l'entreprise criminelle commune n'a jamais existé, je vous renvoie, Monsieur le Président, Mesdames les juges, à nos arguments présentés dans le cadre de l'article 98 bis qui ont été présentés en réplique à une réfutation identique de la part de la défense Simatovitch à l'époque. Pour ce qui est de l'affirmation de la défense de Stanisic, à savoir qu'aucun plan criminel n'existait avant septembre 1991, je vais encore une fois parler du capitaine Dragan. Le document sur la planche numéro 20 que vous avez sous les yeux est une pièce à conviction de la défense, un rapport de la deuxième administration du centre de la DB à Belgrade. Celui-ci est daté du 3 avril 1991, juste 10 jours avant que le rapport de Simatovitch ne consigne sa réunion avec le capitaine Dragan. Ce rapport montre que la DB savait que le capitaine Dragan pouvait être potentiellement dangereux. Il déclare que Sneden a une propension au terrorisme, qu'il souhaite fournir une quantité importante d'armes et ce qui est encore plus important, qu'il avait entrepris des actions aux fins de créer et d'armer des formations paramilitaires dans la Kraïna de Knin, comme vous avez pu voir sur la planche que vous avez sous les yeux. En d'autres termes, l'accusé savait à l'époque qu'ils l'ont fait venir en Kraïna que le capitaine Dragan était un individu agressif et dangereux. Ceci vous démontre que le camp de Golubic n'était pas un projet défensif, comme l'a affirmé la défense Stanisic. Il montre également que même en avril 1991, l'accusé avait l'intention de favoriser le plan criminel commun. L'attaque du village croate de Lovinac fournit de plus amples éléments de preuve indiquant que l'accusé avait l'intention de favoriser le plan criminel commun à l'été de l'année 1991. Un témoin a décrit l'objet de l'attaque sur Lovinac de cette manière, et je cite, « La cible ou le but consistait à nettoyer le village et à faire sortir toute la population et à établir un territoire purement serbe. » Fin de citation. Et vous avez cette citation à la planche numéro 21 devant vous, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Il s'agit très précisément d'une déclaration qui évoque le plan commun, à savoir de déplacer par la force et de façon permanente les non-serbes. Babic a également confirmé que la population civile constituait une cible lors de cette attaque. Il a dit que l'attaque était dirigée contre le village en tant que tel, ainsi que contre le poste de police, et que Simatovitch se vantait du fait que l'ensemble du village avait été détruit. Cela se trouve à la pièce P 1877 à la page 44. À la ligne A5 à A9 du tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels, vous trouverez davantage d'éléments de preuve qui indiquent que cette attaque avait pour but le déplacement forcé. Monsieur le Président, Mesdames les juges, tel qu'abordé au paragraphe 402 à 405 de notre mémoire en clôture, Monsieur Simatovitch a participé personnellement à l'attaque de Lovinac avec Milan Martic. Comme vous pouvez le voir sur la planche que vous avez sous les yeux, Babic a dit, et je cite, « Franki ou Franjo Simatovitch et Milan Martic avec des mortiers, avec une unité de mortier. Ils étaient les premiers à ouvrir le feu sur le village de Lovinac et ainsi chasser les Croates de la région de Gračac. » Fin de citation. Un autre témoin corrobore également la participation de Simatovitch à l'attaque, telle qu'exposée aux lignes A10 à A11 du tableau sur lequel figurent
les éléments de preuve confidentiels. Et ces deux témoins sont corroborés par un document clé que nous allons maintenant regarder. Un trait distinctif de l'attaque de Levinas était son utilisation d'un train blindé, tel qu'exposé dans le tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels aux lignes A12 à A16. Sur la planche numéro 22, nous voyons un document qui établit un lien entre M. Simatovic et ce train, et Simatovic et le train à l'attaque de Levinas. Ce document, qui est signé par M. Simatovic, porte sur la création d'un train blindé qui, je cite, aurait la capacité à prendre pour cible et à attaquer Levinas. Fin de citation. Le document est daté du 21 juin 1991. Je souhaite attirer l'attention des juges de la Chambre sur les initiales qui se trouvent en bas de cette planche avant de poursuivre. Le président, M. Farr. La référence que vous avez faite au tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels, eh bien, est-ce que nous avons un numéro de ligne ici? Il semblerait que vous souhaitiez... question, pardonnez-moi, j'attirais l'attention des juges de la Chambre sur les initiales qui se trouvent en bas de cette planche. Le président, nous avons suivi cela, mais je vois ici confère tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels et 3 petits points. Question, vous avez raison, il s'agit du A5. Si nous passons maintenant à la planche numéro 23. Sur cette planche, vous voyez les initiales que nous venons de regarder, qui figuraient dans le document P 2663. Le président, mesdames les juges, le document sur lequel figurait, où était fait mention le train blindé, ainsi que les initiales des pièces D 1117, P 2420 et P 352. Les initiales qui figurent sur ces 3 pièces à conviction ont été identifiées comme étant les initiales de M. Simatovic par le témoin à décharge Radojevic Micic. Et les initiales qui figurent sur les 4 documents semblent concorder. Monsieur le Président, Mesdames les juges, ce document ainsi que les éléments que les dépositions des témoins qui sont cohérentes à propos de l'attaque montrent, au-delà de tout doute raisonnable, que l'attaque a eu lieu, que Simatovic y a participé et que son objet était de chasser la population civile croate. En d'autres termes, que son but était de favoriser le plan criminel commun. Cette attaque montre également que l'objet du camp d'entraînement de Golubic n'était pas défensif, comme l'a affirmé la défense Stanisic. Ligne A15 du tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels établit que l'équipage du train blindé a été entraîné à Golubic. Leur emploi dans cette attaque montre que l'objet de l'entraînement de Golubic était fondamentalement lié au plan criminel commun. L'attaque de Lyubovo montre également que Golubic n'était pas un projet défensif. À l'instar de l'attaque de Levinas, JF 039 a dit que l'objet de l'attaque de Lobino était, Lyubovo, je cite, de nettoyer le village et de faire sortir l'ensemble de la population et d'établir un territoire purement serbe. Fin de citation. Tel qu'établi aux lignes A17 à A19 du tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels, l'attaque de Lyubovo a été conduite par des hommes qui avaient été entraînés à Golubic. Il ne s'agissait pas d'une action irrégulière de leur part. Il s'agissait comme un examen pour avoir leur diplôme après avoir été formés au camp d'entraînement de Golubic. En d'autres termes, cette attaque qui favorisait le plan commun était une partie inhérente de l'entraînement à Golubic. Le camp de Golubic avait l'intention de favoriser le plan criminel commun ainsi que l'entraînement qui y était mené.
Madame, Monsieur les juges, nous avons vu que Stanisic et Simatovic avaient une relation étroite entre eux et que Stanisic était étonnamment, pour reprendre les propos du général Milovanovic, un dirigeant bien informé. Et en se fondant là-dessus, vous pouvez être convaincu, Madame, Monsieur les juges, que Stanisic savait que Simatovic et Martic étaient sur le point de mettre en œuvre le plan criminel commun en Krajina et qu'il l'appuyait. Monsieur le Président, Mesdames les juges, vous pouvez également vous fonder sur les propres actions de Stanisic pour constater qu'il partageait le plan criminel commun à partir du moment où il a contribué à sa manière à ce qui se faisait en Krajina et en SBO. Un élément clé à cet égard est le voyage de Stanisic à Dal à la mi-septembre 1991 pour intervenir personnellement au niveau de la conduite de l'opération qui visait à prendre le contrôle de Vukovar. Vous trouverez de plus amples détails de cet incident aux lignes A20 et A21 du tableau susmentionné. L'attaque de Dal, notamment l'expulsion de la population croate, a eu lieu le 1er août 1991 et avait été planifiée par Hadjic et d'autres plusieurs jours avant cela au moins. Et je vous renvoie, Monsieur le Président, Mesdames les juges, à la ligne A22 du tableau à cet égard. Cela prouve à lui seul que le plan criminel commun existait avant septembre 1991. La forte détermination de Stanisic à la mi-septembre 1991 pour que le but commun soit réalisé et le plus tôt possible étaye la déduction qui consiste à dire qu'il devait certainement partager cet objectif depuis un certain temps. Le fait également qu'il ait exigé une réunion immédiate avec des dirigeants de haut rang concernant les opérations militaires. Il n'aurait pas pu faire cela s'il n'avait pas été impliqué dans la planification depuis un certain temps déjà. Vous pouvez également vous pencher sur des éléments de preuve portant sur des événements ultérieurs pour déterminer quelle était l'intention de Stanisic à l'époque où il a fourni ses contributions à la SAO de Krajina et au SBSO en 1991. Le P690 enregistre une conversation entre Stanisic et Karadzic sur l'extermination des Croates en janvier 1992. Le P61 montre qu'en 1997, Stanisic a remis à Goran Opačić une distinction et a fait son éloge devant les autres membres de l'unité spéciale de l'ADB. La P12 et le P990 montrent que Stanisic a fêté le jour des services de sûreté de la Krajina avec Martic, Babic et Hadjic. Et le P2667 montre qu'il a félicité les forces ou les services de sécurité de la Krajina pour leur travail et le travail accompli à partir de 1991. Si nous analysons les amples éléments de preuve sur la présence de Stanisic en Krajina, les réunions avec Martic et l'aide qu'il a fournie aux forces de sécurité de Krajina, tout ceci montre que Martic et les autres membres des services de sûreté de la Krajina ont utilisé l'aide de Stanisic à la manière précisément dont il avait l'intention qu'elle soit utilisée. Je souhaite maintenant parler rapidement des relations qui existaient entre la sécurité publique et les services de sûreté de l'État au sein du MUP serbe. La défense de Stanisic fait grand cas de cette différence, essentiellement pour éviter d'endosser une responsabilité pour ce qui a été fait par Radovan Stojic, alias Badja. Mais la déposition des propres témoins de Stanisic montre que ceci n'a aucun sens. Lorsque nous avons demandé si Badja avait une relation productive ou constructive et de coopération avec Stanisic et la DB serbe. Le témoin à décharge, Vlado Drajkevic, a dit, je cite, « Les deux divisions du ministère de l'Intérieur, à savoir la sécurité publique et les services de sûreté de l'État, coopéraient de façon tout à fait correcte. » Fin de citation. Page du compte-rendu d'audience 14 872.
Le témoin à décharge, Nebojša Bogunović, a également cité un exemple de coopération entre Jovica Stanisic et une unité spéciale de la sécurité publique. Ces éléments de preuve figurent aux lignes A23 et A24 du tableau comportant les éléments de preuve confidentiels. Et vous vous souviendrez certainement, Madame, Messieurs les juges, de la déposition du général Milanovic à propos de cette relation. Il a dit dans sa déposition que lorsqu'on lui a posé quand il a demandé à Badja qui était Stanisic, Badja a répondu en disant, je cite, « J'arrivais ici avec le patron ». Page du compte-rendu d'audience 4385. Au bas mot, les éléments de preuve montrent que Badja et l'accusé coopéraient, ainsi que le faisait la sécurité publique et les services de sûreté de l'État de façon générale. Et ceci n'a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant sur le fait que deux divisions d'un seul ministère coopéraient ensemble. On est en droit de s'attendre à ce qu'ils agissent ainsi c'est dans l'ordre normal des choses. Cette question a été soulevée en l'espèce simplement parce que les accusés ont tenté de prendre leur distance par rapport à leurs collègues de la sécurité publique en décidant des frontières institutionnelles artificielles, alors qu'en réalité, il n'y avait pas du tout de barrière au niveau de la dite coopération. Le point suivant que je souhaite aborder porte sur les arguments de la défense à propos des tensions entre les dirigeants politiques de Serbie et de l'ARS, exposés aux pages 300 à 314 du mémoire de Stanisic. La défense tente d'utiliser ceci pour repousser sa responsabilité pour les crimes commis en 1995. Pour l'essentiel, la défense a remis au juge de la Chambre des éléments de preuve concernant des tensions qui existaient dans la relation entre trois hommes simplement, Milosevic, Karadzic et Krajisnik. Ensuite, il demande au juge de la Chambre de conclure en se fondant sur ces éléments de preuve qu'il devait certainement y avoir une division entre les accusés et l'ensemble des dirigeants bosno-serbes également. Cet argument que l'on englobe est visiblement quelque chose d'illogique et contraire aux éléments de preuve présentés par la défense. Sir Ivor Roberts, le témoin essentiel de la défense sur laquelle se repose la défense pour présenter son argument, a été clair et indiqué que la tension était entre les dirigeants politiques et ne comprenait pas les services de sûreté de l'État. Il a dit, je cite, « C'est l'impression que nous avions pour les raisons que j'ai citées plus haut, à savoir que même si les dirigeants politiques n'avaient plus de sympathie l'un pour l'autre, à d'autres niveaux, les conversations se poursuivaient et les gens se comprenaient. Il s'agissait des gens du service de la sécurité, de la sûreté publique et des armées. Page du compte-rendu d'audience 18 579. Au vu de la déposition de Roberts, ce que les éléments de preuve de la défense pourraient montrer est que Milosevic, Karadzic et Krajisnik ne coopéraient effectivement plus. Cela n'indique rien au juge de la Chambre, à vous, Madame, Messieurs les juges, sur l'accusé lui-même. Ne dit rien sur l'accusé lui-même. Correction de l'interprète. En réalité, les éléments de preuve de la défense n'étayent même pas la conclusion consistant à dire que Karadzic, Krajisnik et Milosevic ne partageaient même plus un objectif criminel commun. Si on regarde de plus près le différend entre ces hommes, leur désaccord ne portait que sur le degré de réalisation du plan criminel commun et non pas sur le plan criminel en tant que tel. La défense fait valoir que lorsque Milosevic s'est rendu à Palais pour appuyer le plan Vance Owen et qu'il a été humilié par la suite lorsque ce plan a été rejeté par le Parlement bosno-serbe, ces événements ont conduit, je cite, à un net refroidissement entre les gouvernements. Fin de citation. Mais la pièce P 2532 montre qu'en décembre 1993, 6 mois après ce soi-disant refroidissement, Milosevic, Karadzic et Krajisnik étaient encore capables de s'asseoir autour d'une table pour parler des progrès à réaliser en vue du plan
criminel commun et de planifier des opérations militaires. Il est à noter, bien sûr, que cette réunion avait été organisée par Jovica Stanisic au QG de l'ADB. Cette réunion indique clairement que le désaccord à propos du plan de paix n'était pas un rejet du plan criminel commun par l'un quelconque des membres de l'entreprise criminelle commune. Les propres commentaires de Milosevic à Palais montrent la même chose. Dans ses remarques, il a insisté sur le fait que le but consistait à consolider ce qui avait déjà été réalisé. Il a fait l'éloge du plan Vance-Owen en des termes nationalistes explicites. Il a encouragé un appui à cela parce que cela permettait aux Serbes d'avoir plus de 50% du territoire alors que la population musulmane était de 50% moins importante. Confère pièce P3116, page 2 à 3. La pièce P3047, page 36, P2358 montre que Milosevic appuyait le plan du groupe de contact et du plan Dayton et que cela se fondait également sur des considérations nationalistes. Quelquefois, il formulait son appui au plan de paix en faisant référence aux 6 objectifs stratégiques des Bosno-Serbes. La véritable question que vous devez déterminer, Madame, Messieurs les juges, pour établir la responsabilité pour les crimes commis en 1995 est de savoir si le plan criminel commun existait toujours. La défense vous enjoint de conclure que le projet de nettoyage ethnique avait été terminé en 1993 et que le plan criminel commun avait donc cessé. Mais les événements de Srebrenica et de Jepa en juillet 1995 constitue une preuve tragique et incontestable que le nettoyage ethnique n'était pas terminé en Bosnie-Herzégovine à la mi-1993. Les meurtres de Terre-Neuve faisaient partie inhérente de ces nettoyages ethniques. Je vous renvoie, Madame le Président, Mesdames les juges, à la ligne A25 du tableau en rapport avec Srebrenica et Jepa. De même, les crimes reprochés à Sanski Most montrent que le fait de déplacer par la force et de façon permanente les non-serbes en les tuant parfois s'est poursuivi également. En quelques mots, le plan criminel commun s'est poursuivi jusqu'au dernier jour de la guerre. Le rôle de l'accusé dans les crimes commis en 1995 qui sera abordé par mes collègues, démontre au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a continué à partager ce plan. Avec la permission de vous, Monsieur le Président, Mesdames les juges, Monsieur Weber va maintenant continuer à présenter les arguments de l'accusation. Good afternoon, Your Honors. Monsieur Weber, bonjour, Mesdames les juges. Monsieur le Président, comme indiqué par Monsieur Groom, je vais fournir une vue d'ensemble de ces 3 unités spéciales du DB de la Serbie. Et je m'adresserai aux juges de la Chambre concernant des sujets liés aux activités de l'une de ces unités spéciales, les Bérets Rouges. Au titre de cet examen, je me pencherai sur l'existence et la continuité des Bérets Rouges entre 1991 et 1996, en plus d'activités spécifiques de l'unité en Krajina, à Bosanski Shamac et à Doboj. Les unités spéciales du DB de Serbie étaient des formations paramilitaires déployées par les accusés à travers le territoire de la Croatie et de Bosnie. Qu'il s'agisse des Bérets Rouges intervenant à Doboj, des Tigres d'Arkane appliquant la politique de ce dernier de ne faire aucun prisonnier à Daïl, ou de membres des Scorpions exécutant 6 hommes et garçons musulmans à Tornovo, l'utilisation de ces unités concourait à la réalisation du but commun et a entraîné une destruction massive de la population non serbe de l'ex-Yougoslavie. Ces unités
agissait impunément avec la bénédiction et le soutien du service de la sûreté d'État de Serbie. Les éléments de preuve versés en l'espèce ont révélé de nombreux points communs entre les bérets rouges, les tigres et les scorpions. Ces unités spéciales partageaient un symbole commun, celui d'une épée pointée vers le haut. Leurs actions étaient dirigées par les accusés et leurs subordonnés. Ils intervenaient à partir de bases proches situées en Croatie et le long de la frontière avec la Serbie à Ilok, Erdut et Djeletovci. Et ensemble, elles ont pris part à des opérations conjointes tant en Croatie qu'en Bosnie. Malgré les efforts qu'elles ont déployés pour agir dans le secret, malgré les tentatives de récupération de ces efforts auxquels les accusés se sont livrés pour essayer de masquer leurs propres responsabilités, les éléments de preuve montrent sans équivoque qu'avec ces unités spéciales, Jovica Stanisic et Franco Simatovic ont contribué à la réalisation du but criminel commun de l'entreprise criminelle commune. Les unités spéciales du DB de la Serbie ont souvent opéré en coordination avec d'autres forces serbes, y compris avec les forces armées, les forces de police et les unités de la défense territoriale locale de la Republika Srpska et de la République de Krajina serbe. Au cours de ces opérations, les unités du DB de la Serbie étaient intégrées au sein de formations conjointes, souvent désignées comme des groupes tactiques ou groupes opérationnels, eux-mêmes constitués dans un but précis et pour une période de temps limitée. Ce qu'il convient et ce qu'il est important de se rappeler concernant cela, c'est que toute resubordination était temporaire et répondait à un objectif précis. Cela ne changeait rien à la caractéristique première de ces unités en tant qu'unité du DB loyal aux accusés. Le fait que les accusés, de façon répétée et volontairement, aient mis leurs propres hommes à la disposition d'autres participants à l'entreprise criminelle commune ne fait que montrer la façon dont ils coopéraient avec les autres participants à cette entreprise criminelle commune et leur contribution à cette dernière. À titre d'exemple, citons la participation des bérets rouges au groupe tactique numéro 17 pendant la prise de Bosanski Shamac et leur participation au groupe tactique Ozren pendant la prise de contrôle de Doboj. Un autre exemple est la participation des bérets rouges, des tigres et des scorpions aux effectifs des groupes tactiques numéro 2 et 3 au cours de l'opération Paouk ou Araignée. Dans leur mémoire en clôture, les accusés ont cherché à atténuer leurs responsabilités dans la mise à disposition d'unités spéciales du DB aux fins d'opérations conjointes avec d'autres forces serbes. Nous en trouvons un exemple dans les arguments de la défense concernant la participation de Vaso Miovic et des bérets rouges au cours des opérations dans la vallée de la Drina en 1993, ainsi que cela figure sur la planche actuellement affichée à l'écran. La défense de M. Simatovic affirme que Miovic faisait partie des effectifs de la VRS. La défense de M. Stanisic reconnaît que Miovic était d'une façon ou d'une autre lié avec Simatovic et affirme que Miovic était affilié à de nombreuses entités. Ces arguments sont en fait une tentative de masquer le fait que les bérets rouges ont entraîné des habitants de Bratunac pour ensuite participer à des formations de combat auprès d'unités de la VRS à l'époque. L'accusation souhaiterait renvoyer les juges de la Chambre au paragraphe 263 à 269 de son propre mémoire en clôture concernant la participation des bérets rouges à Bratunac. Ainsi que cela a été démontré par les éléments de preuve, ces opérations conjointes coordonnées avec d'autres structures militaires ou du MOUP sont importantes parce qu'elles reflètent la participation volontaire des accusés et la contribution
de ces derniers auprès d'autres participants à l'entreprise criminelle commune sous la forme d'unités spéciales mises à disposition. Pour autant, les unités spéciales du DB de Serbie ne faisaient pas partie de ces autres structures et leur allégeance au DB, contrairement à ce qu'affirme la défense, ne s'en trouve pas réduite. Indépendamment du degré de resubordination temporaire à d'autres forces serbes, les accusés sont responsables des crimes commis par les unités et des crimes commis par d'autres forces serbes en raison de la contribution qui a été la leur à l'entreprise criminelle commune. Je voudrais maintenant passer au béret rouge. Les accusés ont contribué au but commun de l'entreprise criminelle commune en mettant en place et en dirigeant une unité spéciale du DB qui était initialement connue par les autres sous le nom des hommes de Frankie et des Kninja avant d'être fréquemment désignés comme les bérets rouges. L'unité, ainsi que l'appelaient avec émotion ses propres membres, a existé sous une forme ou une autre depuis sa constitution au mois de mai 1991, lorsqu'elle était connue en tant qu'unité à but spécial ou JPN, puis pendant son officialisation en tant que JATD, unité antiterroriste au mois d'août 1993, et jusqu'à sa métamorphose en JSO en 1996. Ainsi que le capitaine Dragan l'a affirmé à 2 reprises dans la pièce P de 1976, l'unité n'a jamais cessé d'exister. Le témoignage de nombreux membres des unités spéciales du DB, les listes d'émoluments du DB et les dossiers individuels et de nombreux autres témoins et documents ont permis à l'accusation de démontrer que l'unité n'a pas cessé d'exister et que dans le temps, elle s'est développée. Au paragraphe 196 à 296 de son mémoire en clôture, l'accusation aborde les activités de l'unité depuis sa constitution en 1991 jusqu'à la cérémonie de récompense à Kula en 1997. Cérémonie qui, selon les termes mêmes de Franko Simatovic, enregistrée en vidéo dans la pièce P61, était, je cite, une cérémonie commémorant l'anniversaire de la création de l'unité des opérations spéciales du service de la sûreté de l'État. Fin de citation. Les mots suivants qui sortirent de la bouche de l'accusé furent, je cite, « Elle a été constituée le 4 mai 1991 ». Fin de citation. Les camps d'entraînement et les opérations examinées dans notre mémoire révèlent la récurrence du procédé consistant pour les accusés à mettre en place des camps pour entraîner des membres de l'unité et des membres d'autres forces serbes avant que ces derniers ne soient déployés au sein d'opérations pendant lesquelles les crimes retenus dans l'acte d'accusation ont été commis par eux. À ce stade, il est utile de se pencher sur ce qui est encore contesté et sur certaines concessions faites par les accusés dans leur mémoire en clôture au sujet des bérets rouges. Les 2 accusés reconnaissent dans leur mémoire en clôture que les JATD existaient après le mois d'août 1993. Ils contestent toujours leur rôle respectif et certaines des activités des JATD. Mais ceci n'est pas crédible au vu des éléments de preuve présentés à l'audience. L'accusation ne s'étendra pas sur les activités de l'unité entre 1993 et 1996, mais je souhaite relever un certain nombre de points très précis. Dans la deuxième partie du mémoire en clôture de Stanisic intitulée « Infirmation de la mythologie selon laquelle le DB était une machine de guerre », fin de citation, Stanisic se décrit lui-même comme un simple fonctionnaire civil n'ayant disposé que de ressources opérationnelles limitées. Ces arguments
passe complètement outre le fait que le DB de Serbie affectait des moyens financiers et des ressources à leurs unités spéciales en procédant à différentes formes de paiement. À titre d'exemple de dépenses de trésorerie allouées au JATD, l'accusation souhaiterait renvoyer les juges de la Chambre à la ligne B1 du tableau confidentiel d'éléments de preuve. Les JATD avaient également la priorité en termes d'affectation de personnel. À titre d'exemple du traitement de faveur dont bénéficiait le renforcement des effectifs des JATD de la part de l'accusé Stanisic, l'accusation souhaite renvoyer les juges de la Chambre à la ligne B2 du tableau confidentiel d'éléments de preuve, ainsi qu'à la page 2 de l'appel de 2001 dans l'affaire Slobodan Milošević au sujet des dépenses engagées par le gouvernement de la Serbie, dépenses en armes, munitions et matériel, tous destinés à la VRS, à la RSK et aux forces spéciales antiterroristes. La pièce correspondante est la pièce P3023. L'accusation souhaite que la planche suivante ne soit pas diffusée publiquement. Les dossiers individuels de membres de l'unité apportent une illustration supplémentaire du fait que les bérets rouges ont été créés et utilisés pour le combat. Toutes les parties au procès ont versé au dossier des dossiers individuels. Ici, sur la planche numéro 40, nous voyons des références qui proviennent de dossiers individuels versés par la défense. Même ces dossiers individuels-là montrent que le commandant de l'unité était Franko Simatović et que les fonctions des membres de l'unité, qui ont été décrits à de nombreuses reprises comme étant des soldats, comprenaient en fait le commandement de pelotons et de groupes de combat. Les dossiers individuels versés par la défense démontrent également que l'unité fournissait un entraînement au combat et participait à des opérations de combat et qu'elle dépêchait également certains de ses membres sur la ligne de front. Les listes d'émoluments du DB, les dossiers individuels de certains membres de l'unité et même les propres rapports du DB montrent tous la priorité accordée par Stanisic au soutien. Il accordait la priorité au fait de soutenir une unité de combat commandée par Simatović. Mesdames et messieurs les juges, je ne sais pas quand vous aviez l'intention de prendre une pause ou si vous préférez que je continue. Le président, eh bien, avant même d'envisager une pause, je souhaite peut-être permettre aux interprètes de finir leur interprétation. Et oui, je crois que nous avions prévu de faire une pause plus ou moins à ce moment. Nous avons atteint 75 minutes, ceci est donc un moment approprié. Je suppose, Monsieur Weber, oui, mesdames et messieurs les juges. Le président, très bien. Nous allons donc faire une pause maintenant et nous reprendrons à 16h03.